l'heure de... Oui, je sais que c'est l'heure, mais... Non, tu me parles d'apéro, là, c'est dit... Non, non, écoute, parlons ballon, parlons ballon. Voilà, c'est le nouveau concept de nos émissions YouTube. Une chaîne dédiée au ballon. Le titre, donc, c'est Parlons ballon avec un S comme Sébastien. Voilà, ceux qui ont l'habitude de m'entendre sur les ondes de Radio Purel dans Sport Actu tous les dimanches soirs, et ben, en ce moment on est en vacances, donc tout le mois d'août, donc il fallait pas louper la reprise de la Ligue 1. C'est pour ça que pour nos fidèles auditeurs, je voulais mettre une émission en ligne pour bah, préparer un petit peu la saison. Donc le programme de cette première émission, euh, rapidement, ben, c'est un bilan sur les matchs amicaux et le mercato de l'Olympique lyonnais. Voilà, puisqu'on est quand même orienté sur une émission radio où on parle beaucoup de l'Olympique lyonnais, mais pas que. Donc on va en parler aujourd'hui avec la reprise de la Ligue 1 ce week-end. On va évoquer aussi le mercato, donc plus largement, et en particulier bien évidemment l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain. Là où on se parle, bah, c'est fait, c'est signé. La présentation officielle a eu lieu. Il est sans doute possible que dès ce week-end, Neymar foule la pelouse du Parc des Princes pour jouer le premier match du championnat contre Amiens. On est impatient de voir ça. On terminera par les pronos de la saison et éventuellement une petite projection sur ce qui pourrait se passer sur ces derniers mois de mercato qui pourrait changer un petit peu la donne au niveau des pronostics. Donc on va démarrer tout de suite, programme très chargé pour essayer de faire court et condensé en un petit quart d'heure, une petite quinzaine de minutes. Donc le bilan mercato de l'Olympique lyonnais. Des gros départs, Lacazette pour une somme record de 60 millions bonus compris, euh, qui avait battu le record de Tolisso lui-même parti pour 47 millions bonus compris au Bayern de Munich. Donc Lacazette c'est à Arsenal. Donc pour eux, effectivement, on peut ben, déjà leur souhaiter bon vent, bonne continuation. Merci pour tout ce qu'ils ont amené au club. Euh, voilà, c'est une page qui se tourne, deux joueurs majeurs de l'effectif qui s'en vont, c'est pas anodin. Le meilleur buteur, Alexandre, 27 buts cette année, 35 buts toute la saison, toute compétition confondue, c'est énorme, 3 saisons à plus de 20 buts. On n'avait pas vu ça depuis Jean-Pierre Papin. Sans doute que pour lui, l'enjeu est important, aussi bien sur le plan de la dimension internationale qui pourrait prendre sa carrière, en particulier avec l'équipe de France. On sait qu'il est postulant pour la Coupe du Monde en Russie, donc il reste cette année pour prouver à tout le monde, et en particulier à Didier Deschamps, qu'il fait partie des 4-5 meilleurs attaquants français et d'être dans le groupe pour la Coupe du Monde. Tolisso, c'est un gros challenge également, s'imposer au Bayern de Munich. Les premiers matchs amicaux étaient pas simples pour lui, donc on va voir. Et puis bon, il y a deux autres gros départs. Donc on va commencer par Mathieu Valbuena, qui part en Turquie au Fenerbahçe. C'est une bonne destination pour sa fin de carrière. A priori, hein, on sait que Mathieu a eu beaucoup de difficultés à l'Olympique lyonnais la première année. C'était assez compliqué avec l'affaire de la sextape qui a un peu rejailli sur son année, sur sa saison l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Par contre, l'année dernière, il a quand même été à la hauteur, vraiment à la hauteur. Moi, il m'a épaté la façon dont il a retrouvé à la fois l'énergie sur le terrain. Moi, j'y croyais pas du tout. J'étais plutôt un de ses détracteurs à son arrivée et je reconnais qu'il part de l'Olympique lyonnais la tête haute. Avec une saison accomplie, je crois qu'il bat son record de buts en Ligue 1, donc c'est quand même pas anodin et ça lui préfigure une belle fin de carrière, en tout cas une suite de carrière. Hein, voilà, donc on lui souhaite aussi une bonne continuation et le remercier pour tout ce qu'il a amené. Et enfin, un départ, autre départ majeur, enfin majeur, on va dire, dans l'effectif en tant que titulaire et capitaine, c'est Max Godalon. Donc là, Max Gonalon, pour les plus anciens, souvenez-vous-en, il était présent buteur à Liverpool lors de l'épopée qui nous avait mené en demi-finale contre le Bayern de Munich.
Donc il était capitaine de l'équipe, c'était le rescapé, hein, de cette épopée, avec un peu Lacazette qui avait joué à l'époque aussi dans cette période où on était tout le temps présent en Ligue des Champions. Euh, Là maintenant, ben, c'était un peu compliqué. La concurrence au milieu de terrain de Lucas Touzard se faisait pressante. En même temps, il était un peu compliqué, j'allais dire, en cette fin de saison, vu qu'il n'avait pas re-signé, de s'installer dans la durée sans avoir la garantie d'être titulaire. Le club a fait un choix. Pour Max, ma foi, que dire, je pense que c'est une grosse perte, à la fois sur le terrain et au niveau du vestiaire. C'était le leader de l'équipe, donc là aussi, il a trouvé un beau point de chute. La Roma, c'est quand même un club avec une histoire et une ferveur des tifosi et en nulle pareil en Italie. Je pense qu'il va s'éclater et j'espère qu'il va lui aussi faire de grandes choses à la Roma. Autre départ important aussi, celui de Christophe Jallet, qu'on peut aussi saluer de manière tout à fait sympathique et reconnaissant aussi le travail qu'il a effectué, alors moins sur le terrain, où ça a été parfois un peu compliqué, était mis en concurrence avec Raphaël, n'était pas toujours titulaire, mais l'impact qu'il a pu avoir sur le groupe, notamment dans les matchs de Coupe d'Europe où il a parfois secondé Bruno Genesio sur des mi-temps, notamment contre Besiktas, je crois, où il a effectivement pu permettre à l'équipe de renverser la vapeur. Donc Christophe va à Nice, c'est lui aussi un challenge intéressant pour lui. Peut-être avec la Ligue des Champions, on verra, puisque Nice est passé contre l'Ajax. Ça va être un peu plus compliqué, à mon avis, contre le Napoli, mais on ne sait-on jamais. Voilà concernant les départs. Donc les priorités du club étaient de récupérer des défenseurs, en particulier un axial, un patron de défense. Donc ça a été fait à la personne de Marcelo, qui a l'air d'être un joueur assez solide, dur sur l'homme, qui à mon avis va amener un certain leadership. Il a eu quelques expériences en Europe, en Pays-Bas, en Allemagne et en Turquie. Il a toujours été titulaire, donc je pense que c'est une valeur sûre. Et puis en plus, ça nous rappelle un ancien de l'Olympique lyonnais, Marcelo, qu'on a connu dans les années 80, dans les années 90, Marcelo Chirimidjian, qui a été aussi à l'origine de la venue de nombreux Brésiliens, dont Juninho, Chris, puisqu'il, quand il une fois fini sa carrière en Europe, il était reparti au Brésil et Bernard Lacombe notamment avait eu gardé ce contact et ça a permis de créer la filière brésilienne. Donc c'est un Marcelo nouveau qui arrive, rien à voir avec Jérémy Jean, mais voilà, on peut espérer qu'il soit solide au poste. Sur les ailes, gros changement aussi, deux arrières gauche, Marsal qui a prouvé les choses à Guingamp, puisqu'il était considéré comme le meilleur latéral gauche du championnat. Donc on peut considérer que c'est une bonne recrue et je pense que c'était aussi une des difficultés défensives qu'on a pu rencontrer l'an dernier, c'est les latéraux qui étaient bien souvent sur des situations de contre, notamment débordés en vitesse et mettant l'axe un petit peu à mal. Donc les problèmes défensifs de l'Olympique Lyonnais venaient aussi beaucoup sur les ailes et donc là le club a embauché donc Marsal sur la gauche. Le petit Fernand Mendy du Havre qui m'a l'air d'être une sacrée bonne pioche sur ce que j'ai vu au niveau des matchs amicaux. Et à droite, Kenny Tété qui, à mon avis, va être une des grandes révélations de ce championnat de Ligue 1. Je le trouve vraiment excellent défenseur, dur sur l'homme, bon techniquement. Il a l'air de répondre en étant très jeune, hein, déjà international des Pays-Bas. Son entente avec un autre joueur, donc on passe maintenant en recrue offensive sur le côté, à savoir Bertrand Traoré, sur le côté droit va sembler naturel. Et donc Traoré, c'est aussi une bonne recrue, puisque on va dire qu'il est là plus ou moins pour prendre la place ou de Ghezal ou de Maxwell Cornet sur ce flanc droit de l'attaque. Je pense qu'il peut effectivement amener quelque chose euh, de plus que ces deux joueurs, donc d'améliorer un petit peu l'équipe dans cette partie, sur ce poste-là. Ensuite, autre recrue importante, bien sûr Mariano, l'avant-centre. Alors ça, c'est la grande interrogation. On ne sait pas quel niveau a ce garçon, puisqu'il a quasiment
peu ou pas joué au Real de Madrid. Il avait du monde devant lui, Benzema et Morata, donc c'était compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu. On va voir un petit peu comment aussi Bruno Genesio va réorganiser tactiquement un peu son équipe pour éviter de tomber dans les mêmes travers que l'an dernier, à savoir de nombreuses défaites contre des équipes pas forcément bien classées. Euh, 20 défaites au total, je crois, Coupe d'Europe comprise l'année dernière. C'est beaucoup trop pour un club qui peut espérer disputer la Champions League cette année, ce qui ne sera pas le cas. Donc sur les matchs amicaux, on a pu voir un Olympique Lyonnais effectivement plutôt en jambes. Je mets un petit peu de côté le match et de Montpellier, puisqu'on a joué à 10 de manière un peu scandaleuse, exclure Morel comme ça au bout de 20 minutes de jeu et laisser sur un match amical l'équipe à 10 contre 11 à moins d'une semaine de la reprise du championnat. C'était pas. Voilà, mais bon, ça, on sait qu'il l'arbitrage, il faut faire avec. Et je mets aussi un peu de côté le match contre l'Inter, avec un terrain très très compliqué, un véritable champ de patates. Donc, sur le plan commercial, le voyage en Chine a peut-être été fructueux, mais sur le plan sportif, il a surtout, outre quelques petites blessures, pas été convaincant sur le plan de la prestation et sur le plan des conditions dans lesquelles cette partie s'est déroulée. Donc, sur le bilan des matchs amicaux, on a vu des très bonnes choses contre l'Ajax. Je profite en même temps pour rendre un petit hommage, un gros hommage et un gros soutien aux petits nourris de l'Ajax, puisque lors de la victoire de l'Ajax, elle venait d'apprendre cette nouvelle que ce joueur de l'Ajax, qu'on avait vu notamment euh, en Youth League contre l'Olympique Lyonnais il y a 2-3 saisons, je crois, quand Noël s'était fait éliminer, je crois, en quart de finale contre l'Ajax. Il avait été très très bon à la pleine des jeux, beaucoup s'en souviennent, ceux qui étaient en tout cas présents à la pleine des jeux pour voir ce match de Youth League. C'était un vrai espoir du football néerlandais. Voilà, on lui souhaite bien entendu le mieux pour sa santé et puis peut-être un miracle pour qu'il puisse rejouer au foot. Voilà, c'est ce qu'on lui souhaite. J'enchaîne donc sur la suite des matchs amicaux. 4-0, démonstration contre le Celtic avec des jeunes au top, notamment Molida, Guiri, qui ont été très bons. Je note aussi le très bon match, très bonne mi-temps du petit Zabana contre Bourg. C'était le premier match de la saison. Donc effectivement, là aussi, c'est intéressant de voir des joueurs, notamment un joueur comme Zabana, qui a l'année dernière marqué, je crois, 16 buts en CFA, ce qui est une sacrée performance, parce que CFA, ça commence, voilà, on joue contre des joueurs de très bon niveau, des réserves pro, des joueurs aguerris, donc ça étalonne un peu et ça prouve le niveau du garçon. On va voir s'il a du temps de jeu cette année. Ça va être sans doute un petit peu compliqué, mais enfin bon, voilà. Donc l'Olympique Lyonnais a un recrutement, on va dire, plutôt rassurant sur le plan défensif et avec quelques interrogations sur le plan de l'attaque. Et au milieu de terrain, confiance aux joueurs déjà en place. Le départ Corentin Tolisso n'entraînant pas pour le moment la venue d'un joueur supplémentaire. Clément Grenier, revenant de près de la Roma, a été conforté, confirmé. Moi, je l'ai vu dans de très bonnes dispositions, enchaînant des séances d'entraînement avec des coups francs à répétition pour effectivement retrouver ce qui faisait sa force il y a quelques années, à savoir sa capacité à faire la différence sur coup de pied arrêté. Sergi Darder a l'air d'être en jambes également. Lucas Touzard et Ferry, ça va être solide au poste. Donc dans un nouveau système de jeu avec deux milieux de terrain, donc qui va jouer à plat, ça va être intéressant de voir comment l'équipe va évoluer. Et un Nabil Fekir qui vient d'être promu donc capitaine de l'Olympique Lyonnais, ça c'est une très bonne nouvelle, qui à la fois revient en forme, a mis un très très joli but contre Montpellier, et qui va avoir un peu le rôle de leader d'attaque et en même temps de capitaine de l'équipe. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée de Bruno Genesio. Donc voilà, on va dire le tableau à l'avant-veille de la reprise de la Ligue 1. Alors bien entendu, l'Olympique Lyonnais n'est pas seul dans cette compétition et l'événement Mercato, c'est bien entendu l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain. Donc je ferai sans doute des vidéos
un peu plus détaillé sur le sujet. Ce qu'on peut dire, c'est que le PSG là, assomme un peu la Ligue 1. Euh, du coup, on en oublie presque les autres arrivées importantes de ce mercato. À Monaco, il n'y a pas eu trop de mouvements dans le sens des arrivées. Il y a eu des départs importants, notamment en Angleterre, pour des sommes importantes. Bernardo Silva et Benjamin Mendy à Manchester City. Ce qui fait quand même deux gros joueurs en moins pour l'AS Monaco, les champions en titre. Bakayoko qui quitte aussi pour Chelsea et Valère Germain qui s'en va à l'Olympique de Marseille, qui l'a recruté intelligent. Le nouveau Jean-Pierre Papin, j'ai entendu ça sur quelques supporters s'enthousiasmer sur la performance de Germain, mais je pense qu'effectivement c'est une très très bonne pioche. Et ça va beaucoup aider l'Olympique de Marseille dans sa conquête, on va dire, d'un standing au niveau français. Essayer d'accrocher peut-être des places pas loin du podium. Sur les autres clubs, donc Daniel Alves vient renforcer donc avec Neymar l'effectif parisien, qu'il a pratiquement perdu aucun joueur. On a vu surtout beaucoup de transferts et d'arrivées d'entraîneurs. Je pense à l'entraîneur de Saint-Etienne, un espagnol, Oscar qui arrive donc ex de Barcelone, qui arrive d'Autriche, Ranieri qui arrive à Nantes. La mode des entraîneurs étrangers, voilà, bat son plein en Ligue 1, le retour de Bielsa à Lille, a le mérite d'être vu, avec un recrutement de joueurs qu'on ne connaît pas forcément, à part le petit Malcuit qui arrive de Saint-Etienne et qui était le meilleur espoir, à mon avis, de l'équipe de Saint-Etienne, qui part à Lille. Euh, voilà, rien de très notable sinon en termes d'arrivée de joueurs importants en Ligue 1 pour cette saison 2017-2018. Alors pour le moment, puisqu'il reste encore bien entendu un petit mois de mercato jusqu'au 31 août. Du coup, on va enchaîner rapidement sur les pronostics de la saison. Donc là, c'est un tableau assez rapide un peu de cette pré-saison. Je dirais que alors j'ai décidé de mettre un classement haut et un classement au plus bas pour plusieurs équipes. Donc voilà, ça va permettre de classer, on va dire, 8 ou 9 équipes, je crois, parmi les plus importants au club de Ligue 1. Donc pour le titre de champion, je vois bien PSG, qui à mon avis sera premier ou deuxième avec Neymar en plus, le titre leur est quasiment promis, à l'heure où on se parle, bien évidemment. Les autres effectifs peuvent bouger, mais on en reparlera peut-être au courant du mois d'août. Donc pour moi, PSG, ça sera un ou deux maximum. Ensuite, je vois bien Monaco, donc de 1 à 3. Troisième place, les Monégasques peuvent garder leur titre de champion, surtout si Mbappé reste, qui n'était pas encore acquis. Et au pire, peut être troisième. En troisième place, dans le ranking, je verrai donc l'Olympique Lyonnais, que je vois au maximum deuxième et au pire cinquième. Je vois l'OL en dessous de Paris et Monaco, bien évidemment. Par contre, au-dessus de Marseille et Nice. Donc Marseille, je vois Marseille au maximum troisième et au pire sixième. Et Nice au mieux quatrième, parce que je pense qu'ils vont être un petit peu moins performants, et au pire septième. Donc dans le classement, on est à peu près sur ces... Voilà, dans des marges relativement importantes, mais voilà, ça fait la différence entre effectivement une place de troisième où on est qualifié pour le préliminaire de la Ligue des Champions et une sixième place qui peut être qui peut rendre l'équipe absente de toute compétition européenne la saison suivante. Mais effectivement, je pense que les deux derrière, proches de l'Olympique Lyonnais sur une troisième place sont Marseille et Nice dans l'ordre. Et ensuite, je vois un trio ou un quatuor plutôt de quatre équipes à partir de la sixième, cinquième, sixième place peut-être. Lille de Bielsa, Nantes de Ranieri qui a fait une bonne fin de saison l'année dernière avec Conceição, qui a peut-être confirmé cette année. Je vois également Bordeaux qui a été éliminé l'année dernière, hier,
hier soir de Coupe d'Europe, donc ils seront peut-être un peu plus frais pour le championnat. Et l'AS Saint-Etienne. Donc tout ça, ça sera à mon avis entre la cinquième et le milieu de tableau. Puis après, bah, des clubs comme Rennes, Toulouse qui pourraient peut-être tirer leur épingle du jeu, à voir. Mais bon, ce sont des équipes qui régulièrement stagnent en milieu de tableau et qui n'arrivent pas à franchir un cap. Donc voilà. Pour résumer le pronostic, donc en 1 PSG, en 2 Monaco, en 3 Lyon, en 4 Marseille, en 5 Nice. Voilà, déjà dans les 5 premiers, le quintet dans l'ordre, enfin je ne sais pas. Mais tout ça, bien entendu, ne sera, en termes de pronostic je parle, hein, ne sera validé qu'à l'extrême fin du mercato, c'est-à-dire au 31. Donc on aura l'occasion de voir, ou en tout cas d'essayer d'analyser comment les choses pourraient bouger. Je pense en particulier à un mercato qui s'emballe, qui s'affole. Je pense que l'avenue Neymar oblige les gros clubs français, en tout cas ceux qui en ont les moyens, euh, essentiellement il s'agit donc de Monaco et de l'Olympique Lyonnais, de, de bouger. Ça impose véritablement de bouger parce que sans nouveaux joueurs importants, le Paris Saint-Germain risque d'être complètement inaccessible. Donc on verra tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je ne risquerai pas des pronostics détaillés pour la première journée de Ligue 1. Donc, arrivé ce soir, il y a un Monaco-Toulouse. Donc ça ouvre ce soir avec le champion de France contre les Toulousains. Donc je pense que Monaco va gagner. Et puis demain, on va aller voir l'Olympique Lyonnais jouer contre Strasbourg. Une belle affiche qui va nous rappeler euh, oui, des souvenirs. L'OL Strasbourg, ça me fait penser moi, à Raymond Domenech. Raymond Domenech qui avait quitté l'Olympique Lyonnais, qui allait jouer à Strasbourg et qui avait été champion de France avec Strasbourg. Le seul titre des Strasbourgeois. On est très content qu'il revienne en Ligue 1. Je pense que ça va être une belle affiche. Espérons que les Lyonnais la gagnent et qu'on puisse engranger 3 points. Voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo et on essaiera un petit peu de voir voilà, comment la fin de mercato pourrait éventuellement faire bouger les pronostics que je viens de vous livrer. Et voilà, peut-être donner aussi quelques idées, quelques pistes pour que ça puisse être possible. Voilà, allez l'OL et allez à tous les, à tous les clubs de Ligue 1, bien évidemment. Bonne chance et à très très bientôt.